tiens entre mes mains un bouquet de fleurs n'a pas été choisi au hasard. Donc, à l'intérieur, nous retrouvons donc le mimosa en jaune qui va représenter ici la chaleur humaine, la relation sincère, la lumière, la force cachée derrière une tranquillité. Et en vert, nous avons le tric qui représente ici la chance et la protection, l'énergie positive, le renouveau et la croissance, espoir d'un nouveau départ. Monsieur Anako Kilibizé, président d'un centre pour le Ghana. Il viendra dire aux Gabonais ce qu'il y a à dire. Il vous parlera comme il parle et comme il a toujours parlé. Et nous allons solennellement lui demander de se lever afin qu'il vienne nous donner l'adresse et le mot que la diaspora gabonaise, que les représentants de la diaspora, les membres du parti politique. Que tout le monde se lève. Merci. Je vous en prie, prenons place. Merci, chers compatriotes. Puisque je suis déjà debout, est-ce qu'on peut. Voilà. Et je suis déjà présent, j'ai le nom qui est présent, j'ai la photo qui est là. Ça fait beaucoup. Je voudrais d'abord vous dire un grand merci. Merci aux représentants EPG. Merci à la coordination. Merci aux représentants de la diaspora. Merci à vous qui êtes là. Merci d'être venus. Le message est clair. Le peuple n'y croit plus. Et en fait, le peuple n'en peut plus. Lorsqu'on a suscité l'espoir, parce qu'il faut le reconnaître, le 30 août 2023, les Gabonais, soit motivés, soit de manière spontanée, ont cru. Ils ont vu un espoir. Et les Gabonais qui ont vu cet espoir, on ne peut pas les blâmer. Nous étions arrivés à un niveau de fatigue du système. Il fallait soit son renouvellement, soit un changement. L'un et l'autre ne s'étant pas produit tel que les Gabonais l'espéraient, un espoir est né. Le problème lorsqu'on suscite un espoir, c'est qu'il faut être capable de le porter sur la durée. On ne gouverne pas comme on prend le pouvoir. On peut prendre le pouvoir par la ruse, on peut le prendre par la force, on peut le prendre par la roublardise. Mais pour gérer un pays sur la durée, la ruse ne suffit pas. La force ne le peut pas. Et la roublardise, on finit toujours par se rendre compte qu'il y a plus malin que soi. Alors, le cœur du message que je porte, je voudrais le décliner sur 3 aspects. Le premier, c'est le passé. Un pays doit avoir le courage de regarder son parcours. D'où venons-nous? Quelles ont été nos réussites? Réussites collectives, j'entends. Quels ont été nos échecs? Qu'est-ce qui nous caractérise? Qu'est-ce qui nous identifie par rapport à d'autres pays? Qu'est-ce qui fait que parmi les Noirs d'Afrique centrale,
le Gabonais se sente Gabonais. C'est important de savoir d'où nous venons. En deuxième point, j'aborderai le présent. Parce qu'en fait, autant le passé nous aide à nous identifier et à constituer une expérience, le présent a ses défis. Le présent a ses défis. De quoi le lendemain est fait? Qu'y aura-t-il dans l'assiette? Comment scolariser les enfants? Comment gérer la question de l'emploi? Comment gérer la question de la santé? Comment gérer la question de l'économie? Comment on se projette? C'est le présent qui permet tout cela. Et je parlerai d'avenir. Je vais oser parler d'un avenir qui ne soit pas limité à une question de mandat. Mais pour une fois se dire que va être le Gabon et que doit être le Gabon dans les 50 prochaines années. Je prends volontairement la durée de 50 ans, un demi-siècle, pour se dire dans 2 générations, à quoi est-ce que nous pensons, nous, aujourd'hui, que devra être le Gabon. Lorsqu'on regarde nos enfants, qu'on se dise, nous aimerions qu'ils vivent dans un Gabon qui soit organisé comment? Qui soit articulé sur quelles institutions? Qui soit fondé sur quelles valeurs? Quelles sont les valeurs qui font que le Gabon est Gabon? Qui soit porté par quel projet d'avenir? Je parlerai de ce 3e point. Et je parlerai de moi, pour commencer. Je parlerai de moi parce que parler de soi est haïssable, disait un auteur français. Le mot est haïssable. Mais si je n'ai pas la possibilité de dire quelques petits mots, je laisse des vides qui seront remplis par d'autres. Et pendant trop longtemps, d'autres ont écrit mon histoire à ma place. D'autres ont choisi les mots pour m'identifier, les mots pour me qualifier, les épithètes que les uns et les autres ont retenus. Mais qui m'a vraiment connu? Je suis né à Makoko, dans une famille gabonaise normale, d'un père fonctionnaire de PTT et d'une mère femme au foyer. Mon père était polygame, comme de nombreuses familles gabonaises de l'époque. Je suis pas né dans les beaux quartiers de Libreville. Et être né dans une famille gabonaise normale ne condamne personne à la déchéance, ne condamne personne à la reproduction sociale. Et nous devons combattre la reproduction sociale qui veut que les enfants des pauvres finissent pauvres. Et donc, quand on parle de « vous avez servi le régime », oui, c'est vrai. C'est ce que l'histoire officielle de ceux qui écrivent à ma place veulent que les Gabonais retiennent. Oui, j'ai servi le régime et j'en parlerai. Mais j'ai un parcours qui m'a amené d'abord à combattre ces régimes et à subir les conséquences de ces régimes, la répression de ces régimes. Lorsqu'il a fallu se balader, se déplacer dans Libreville, caché dans les coffres de voiture avec Maître Méré, Fabien, combien de Gabonais à cette époque-là osaient affronter Omar Bongo et son régime? La garde républicaine n'est pas née d'aujourd'hui. La garde présidentielle était déjà là comme outil de répression. Lorsque j'ai dû passer des années durant, sans avoir la possibilité d'obtenir un passeport et sortir du Gabon, combien de gens le savent? Lorsque pour la première fois j'ai réussi à obtenir un passeport en allant payer 80 000 francs à Gabon Contact, parce que j'étais identifié au niveau du CEDOC, et que Gabon Contact avec ses réseaux, il fallait payer 80 000. J'ai obtenu un passeport et une mission pour me rendre à Douala, parce que je travaillais dans une boîte privée qui a réussi à trouver un créneau pour que j'aille à Douala, une petite formation. M'embarquer dans un avion pour aller à Douala. Je suis monté à bord de l'avion et on m'a accueilli dans l'avion. Alors que les miens étaient repartis, on m'a pris dans l'avion. Direction le CEDOC. Lorsqu'on parle de Bili Binze qui a servi le régime, pourquoi on oublie de dire ce que Bili Binze a subi de ce régime-là? Lorsque j'étais étudiant et que j'ai combattu pour le bien-être des étudiants,
pour une meilleure université, pour une meilleure qualité de la formation, pour une meilleure projection d'avenir, et que le pouvoir m'a frappé. Combien y a-t-il eu de marches à Libreville pour demander que celui-là a payé pour nous? On ne va pas le laisser comme ça. Quand vous rencontrez dans la rue un copain avec qui vous avez été à la fac, qui t'appelait assez, mais quand il te voit, il traverse le trottoir. Vous vivez une solitude. Il y a du monde autour de vous, même vous êtes seul. Combien de gens ont vécu ça? Oui, j'ai eu un parcours. J'ai adhéré à un parti politique, le RNB. Avec la force, la foi, l'ambition de changer le pays. Avec un triptyque que les Gabonais ont retenu à l'époque, école cadeau, hôpital cadeau, travail pour tous. J'ai prôné cela. Mais je le prône pourquoi? Je le prône parce que je suis un enfant de la République. Je le prône parce que si mes parents avaient dû payer mes études, je n'aurais pas fait d'études. Je le prône parce que j'ai eu la chance d'avoir un concours d'entrée en 6e, d'aller à l'ESCAP, une école d'enfants de troupe, où tu arrivais et puis on te disait ton petit baluchon, ramène-le à la maison, ici on t'offre tout. Chaussettes, caleçons, chaussures, tenues, stylos, crayons, livres. Et la 6e en terminale, je n'ai pas payé l'école. Je n'ai payé ni inscription, ni fourniture, ni quoi que ce soit. L'État m'a pris en charge. Lorsqu'on a vécu cela, et qu'on se rend compte qu'on a maintenant un pays où il faut que les uns et les autres payent pour aller à l'école, on a le devoir de s'engager. Alors il y a la sempiternelle question, oui mais quand tu étais là-bas, pourquoi tu n'as pas dit ça? Nous sommes ici dans une réunion, dans une rencontre. Et cette rencontre nous permettra d'échanger. Moi, j'aime m'exprimer et citer des témoignages. Et ce que je vais dire là ne relève pas du secret d'État. Donc, je ne peux pas être poursuivi pour cela. J'observe d'ailleurs que lorsqu'il a été instauré la question du serment devant le président de la République, beaucoup d'acteurs politiques d'opposition ont contesté, ont condamné cela. Et puis j'ai observé qu'ils ont gardé le serment. Ça fait partie des contradictions qu'il y a. Alors, un jour en conseil interministériel, se pose le problème des internats. Parce que le pays traversait une crise, j'étais ministre délégué. Et que traversant cette crise-là, comme aujourd'hui, le pays est allé cogner à la porte du FMI. Et que le FMI a dit qu'il faut baisser les charges de l'État. Et que certains membres du gouvernement ont dit, mais il faut fermer les internats, ça dépense beaucoup d'argent. Je me suis élevé contre cela. J'étais ministre délégué. Madame Bitouga est témoin. C'est pour cela que je vous dis, lorsque je m'exprime, je cite toujours des témoins. J'ai dit, il n'est pas possible. Parce que vous avez traversé, vous voulez brûler les chaînes pour que plus personne ne traverse. Et je leur ai dit, j'étais ministre délégué. Je leur ai dit, vous tous qui êtes là, vous avez fait des études grâce à l'argent de l'État. Il n'est pas possible de le faire. Et lorsque nous avons eu la possibilité, avec d'autres, je n'étais pas seul, autour d'Ali Bongo, de faire en sorte que tous les Gabonais qui avaient 10 de moyenne puissent avoir la bourse, nous l'avons fait pour étendre la bourse. Et faire en sorte que chaque Gabonais puisse avoir cette possibilité-là. Et donc le parcours qui m'a mené à intégrer la gestion de l'État, c'est un parcours qui a commencé dans l'opposition, auprès d'un Babesson. Et ce qui forge mes convictions politiques, c'est aussi mon engagement chrétien. Je suis né chrétien, Église évangélique du Gabon. J'ai milité dans ce mouvement-là de l'Union chrétienne des jeunes gens aux 9 étages. Et nous avons ensuite engagé notre activité à Béthanie. J'ai fait partie avec d'autres qui sont ici, des premiers à avoir milité et mis en place cette œuvre-là, qui est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Je n'en juge pas, je ne me prononce pas dessus, je parle de mon parcours. Et donc, le devoir de travailler pour autrui ne s'improvise pas. Et lorsqu'on me dit, vous avez travaillé dans le système, j'aimerais bien que de temps en temps, on se souvienne que j'ai travaillé pour le Gabon. Je n'étais pas ouvrier ou employé au domicile d'Ali Bongo. Je travaillais aux côtés d'Ali Bongo pour le Gabon. Et dans ce travail pour le Gabon, j'ai un parcours ministériel. Il faudrait que de temps en temps on parle de ce que j'ai fait, ministère par ministère. Aujourd'hui, on voudrait me rendre coupable ou responsable de la gestion de l'État.
L'histoire du Gabon nous enseigne que le premier président s'appelait Léon Mba. Qu'il y a eu un deuxième président qui s'appelait Omar Bongo Ondimba. Qu'il y a eu un président par intérim qui s'appelait Rose Francine Ogombe. Il y a eu un président qui s'appelle Ali Bongo qui n'est plus. Et puis on a un autre président aujourd'hui, Olivier Nguema. De cette liste de présidents qu'il y a eu, où apparaît le nom de Billy Bizer? Bientôt. À quel moment Billy Bizer a-t-il géré l'État gabonais comme président? Il en a décidé, il a choisi tout ce qui s'est fait pour en répondre aujourd'hui. Il se trouve simplement que quand on souffle le vent et que les roseaux plient, on va regarder l'arbre qui tient debout. C'est sur celui-là que chacun va essayer de jeter la pierre. Parce qu'il est le seul qui ose rester debout pour affronter la bourrasque. C'est ça la réalité. Parce que, sinon, mes chers compatriotes, qu'est-ce qui peut justifier cela? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, alors que nous regardons la gouvernance actuelle et à tous les étages, nous retrouvons des personnes qui ont servi le pays aux côtés d'Ali Bongo, à tous les étages, à la présidence de la République, en commençant par le président lui-même, un produit des Bongo, devenu militaire grâce au Bongo, devenu général grâce à un Bongo, devenu commandant en chef grâce à un Bongo, et c'est moi qui suis maintenant affilié au Bongo. Alors que celui qui a le sang des Bongo est au pouvoir. Quelle est cette magie qui consiste en réalité à, de manière tout à fait ouverte, à détourner ainsi le sens de l'histoire des réalités? Mais la loyauté. Moi, je suis allé voir Ali Bongo quand il était assigné à résidence. Je suis allé le voir. Je ne suis pas allé le voir parce que j'étais nostalgique ou que j'avais envie que le système se poursuive. Je suis allé le voir parce que un homme à terre, il a besoin, quand il lève les yeux, de voir que quelqu'un peut tendre la main. Depuis quand la loyauté est devenue un problème? Les valeurs qu'on doit porter dans le pays, c'est lesquelles? En tant qu'humain, vous travaillez, vous avez des amis, de la famille sont autour de vous. Le jour où vous perdez votre emploi, tout le monde se retire. Ça fait quoi? Ça fait quoi se retrouver un matin et qu'on se rend compte que hier, quand j'avais les capacités, j'avais les outils indispensables, tout le monde était autour de moi. Chacun le vit dans sa famille. Chacun l'a vécu. Chacun connaît quelqu'un qui l'a vécu. Cette question de loyauté, de solidarité, de fidélité, pourquoi celui qui est loyal au Gabon, ça devient un problème? Pourquoi notre pays applaudit-il celui qui trahit? Pourquoi? Pourquoi faudrait-il qu'on veuille montrer aux Gabonais que la trahison c'est une valeur? Que la déloyauté c'est ce qu'il faut encourager? Que l'infidélité c'est ça qu'il faut prôner? Dans ces conditions-là, il faut tenir debout et rappeler ce que sont nos valeurs. Le passé, c'est Léon Mba. Notre pays aujourd'hui, il n'est pas né en 2009. Le narratif qui consiste en réalité à annuler le passé pour commencer le pays en 2009 est un narratif dangereux. Parce qu'il fait en sorte que notre histoire nous échappe. Et si notre histoire nous échappe, on ne peut pas en tirer des leçons pour l'avenir. Et ce passé, c'est Léon Mba. Mais ce passé, c'est aussi des relations avec la France, qui choisit et installe le président Léon Mba. C'est notre passé, c'est notre histoire. On peut se dire à l'avenir, on ne fera plus comme ça. Mais il y a d'abord que notre histoire est celle-là. Notre histoire, c'est le passage de témoin à Omar Bongo, Albert Bernard à l'époque. Mais Albert Bernard prend le témoin par une modification de la Constitution. Et cette Constitution de 61 et 64, c'est la même qui aujourd'hui a été adoptée par le régime actuel. C'est pour cela que je dis qu'il faut repartir à l'histoire. La Constitution de 61, qui prévoyait le président de la République, chef du gouvernement avec un vice-président, etc., c'est la même qui est là aujourd'hui et qui a conduit au coup d'État de 64. Et on comprendra tout à l'heure
lorsque je parle du présent. Et ce passage de témoin, révision de la Constitution. Léon Bamala, fatigué, ne peut pas mener campagne. Il y a la campagne présidentielle qui arrive, Omar Bongo mène campagne en tant que vice-président. Et à l'époque, un certain nombre d'acteurs gabonais s'interrogent, s'y opposent. Il y a des chansons qui sont composées, qu'on écoute en secret, etc. Voter photo. Omar, ah voilà. Voilà. Vous voyez, c'est important quand on dit une histoire que dans la salle, il y a des témoignages. Albert Bongo devient président comme ça. À 32 ans. Bien. Et chacun sait qu'il est resté pendant 42 ans. Mais lorsqu'on dit aux Gabonais qu'Omar Bongo a dirigé pendant 42 ans, on oublie souvent de dire que sa gouvernance a elle aussi été contestée. Mais dès le début, il y a des Gabonais qui ont contesté et qui ont dû prendre le chemin de l'exil, notamment ici en France. Ici en France, ils ont créé une association des Gabonais, des étudiants gabonais, l'AGEG, qui a milité au sein de la FEANF, la Fédération des étudiants africains de France, pour contester le régime. Les Pierre Abonjo Kawé, les Gouligende, pour ne parler que des plus anciens. Après eux, les Pierre Amougemba, les Paul Tungi, pour ne parler que de ceux que chacun de nous ici a peut-être connu, entendu parler. Et puis il y a eu 1981. Les événements de la guerre routière, le livre blanc du Morena. Cette histoire-là, elle doit être racontée, merci beaucoup pour ce qui se fait. Il faut raconter cette histoire. Parce que le narratif des autorités actuelles, c'est de faire croire que le Gabon commence avec leur arrivée. Et le Gabon commençant avec leur arrivée, ils veulent dissoudre leurs responsabilités dans le Gabon d'hier auquel ils ont participé. C'est cela qui m'amène à être debout pour enseigner et transmettre le message. Et dire ce qui s'est fait hier, si on ne fait pas attention, va se reproduire. Et on me parle de l'arrivée d'Ali Bongo en 2009. Et j'entends dire, Billy Biza était pendant 14 ans avec Ali Bongo. Je n'ai pas fait la campagne d'Ali Bongo en 2009. L'histoire est là, les faits sont là, les témoins sont là. J'ai été approché et contacté. Je l'ai rencontré, en présence de certains de ses collaborateurs de l'époque, Jean-Pierre Oyiba, Guy Bertrand Mapangou, Mexan Akombechi, que les Gabonais découvrent à la présidence de la République comme directeur de cabinet, mais qui était déjà au ministère de la Défense comme conseiller, et qui travaillait à la Défense avec tous les Gabonais qui l'ont contesté par la suite. Mais qui amène Akombechi au Gabon, ce n'est pas Billy Biza. Je ne le connaissais pas. Et donc en 2009, je ne fais pas la campagne de Baba, de Ali Bongo. André Mbaba me contacte également, je ne fais pas sa campagne. Je suis député à cette époque-là, et Mbaba Soleil a décidé d'être candidat, on le soutient. Mais j'ai été déplacé avec d'autres députés, parlementaires, sénateurs, à aller voir Mbaba Sol chez lui. Pour dire, Monsieur le Président, vous avez dit aux Gabonais que Omar Bongo est maintenant votre frère. Votre frère s'en va. Son fils qui est votre fils est candidat. Vous faites comment pour le combattre? Le message que vous trouvez, c'est lequel pour dire que l'enfant de mon frère est debout dehors là, je vais le combattre. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Quelques temps après, j'ai été exclu du RPG. Je n'ai jamais quitté le RPG, on m'a exclu du RPG parce que j'étais plus en harmonie avec ce qui se faisait. Mais ayant exclu, parce que par la suite, j'ai voté la confiance à Biogemba qui a inscrit la route de Makoko. On m'a exclu. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc les premières années de gestion du pays par Ali Bongo, je ne suis pas dans ces équipes, je suis député. 2009, 2010, 2011, mais il gérait le pays avec qui? C'était pas avec moi. Qui était son premier ministre? Le tout premier premier ministre. C'est Paul Biogemba. Il est où aujourd'hui? Deuxième vice-président du Sénat. Qui a été ensuite, après Biogemba, son premier ministre? Raymond Donsima. Il n'a pas été premier ministre sous la transition. C'est important de rappeler ces éléments-là.
pour qu'on cesse de tromper les populations. Oui, moi j'ai fait le choix de la rupture. Parce que le 5 août, comme ça a été dit, les Gabonais ont cru. Mais moi, le 5 août, quand j'ai regardé le communiqué à la télévision et que j'ai vu les visages qui apparaissaient à la télévision, les visages que je côtoyais à la présidence, il y avait le chef de la sécurité du président, il y avait le directeur de cabinet du commandant en chef de la garde républicaine. J'ai vu à la télévision et j'ai compris que c'était interne. Il n'y a eu aucun combat à Libreville. Il n'y a pas eu une armée qui a affronté une armée. C'est interne. Et ayant travaillé à créer Gabon 24, c'est Gabon 24 qui a tourné les images. J'ai travaillé à la présidence pendant des années, j'ai reconnu où se situait, où s'était déroulée la scène. Et j'ai su que c'était interne. Et je n'ai pas cru au coup d'État de cet instant. Parce que j'ai compris que c'était interne. Et depuis le début, je pose la question ouvertement, publiquement, ok, le coup d'État n'est pas intervenu avant la campagne électorale. Il n'est pas intervenu pendant la campagne électorale. Le coup d'État est intervenu plusieurs jours après le scrutin. Et il intervient officiellement au moment de la proclamation des résultats. Messieurs, mesdames, vous qui gouvernez, puisque Ali Bongo, vous dites qu'il n'a pas gagné, dites au moins qui a gagné. Pour l'histoire, nous on est là, on peut dire, bon, on a vécu ça, etc. Mais on dira quoi à nos enfants, à nos petits-enfants, quand cette histoire sera narrée? On dira qu'on a fait l'élection présidentielle qui a coûté des milliards de francs aux contribuables, que les Gabonais sont déplacés, ils ont fait un choix et qu'ils n'ont pas su qui a gagné l'élection. Et c'est à moi qu'on me demande, à moi on me demande, il faut dire, mais je n'ai pas organisé l'élection. Le chef du gouvernement et le gouvernement n'organisaient pas l'élection. L'élection a été organisée par le CGE qui avait un président et des vice-présidents, dont un représentant la majorité, un représentant l'opposition. Celle qui représentait l'opposition, si celui de la majorité, lui, se tait. Mais celle qui représentait l'opposition, pourquoi jusqu'à présent, elle ne dit pas les résultats? Et puis, il y a le procès. Le procès nous enseigne quoi? Le procès nous enseigne ouvertement en direct à la télévision que le coup d'État a eu lieu le 29 août et pas le 30. Que le coup d'État a commencé le 29, les uns et les autres ont été arrêtés le 29 à 20h, entre 20h et 22h, les résultats ont été proclamés à 3h du matin. Donc ce n'est pas le 30 août, c'est le 29 août. Le présent. Le présent. La raison pour laquelle, avec des compatriotes gabonais, nous nous sommes mis debout pour dire non, on ne peut pas continuer. Moi, j'ai fait le choix de ne pas continuer. Et depuis que je le dis, j'ai entendu aucun démenti dans les révélations que j'ai faites. Le 30 août, à 9h du matin, mon aide de camp, commandant Joël, commandant de la GR, il me dit, le général va vous appeler. Et il m'a appelé. Et on s'est vu. Et le reste, vous le connaissez déjà. J'ai refusé de continuer. Parce que soit on change le système, et on le change véritablement, ou alors on maintient le même système, mais on ne tient pas un discours de changement. Vous ne pouvez pas dire aux Gabonais, on est venu pour la rupture. On est venu parce que le système, on doit le changer. On est venu restaurer la dignité. Et derrière cela, vous continuez avec les mêmes. Et puis il y a un nouveau débat. Pourquoi Bidi Bizé n'est pas en prison? Mais pourquoi je serai en prison? Je n'ai pas volé. Je n'ai pas détourné. Je n'ai pas tué. Je n'ai mis personne en prison. Pourquoi j'irai en prison? Parce que j'ai servi mon pays.
Mais dans ces conditions, tous ceux qui ont servi le pays avant moi, ou en même temps que moi, qu'on nous mette tous en prison. Et donc, le présent, c'est de se dire, il y a une constitution qui a été adoptée. Nous l'avons combattue, cette constitution. Nous l'avons combattue non pas parce que nous avions envie simplement d'amuser la galerie. Tous les pouvoirs exécutifs concentrés en les mains d'un seul, ça ne peut conduire qu'à la tyrannie. Il n'y a aucun pays qui peut se développer de cette façon-là. S'il n'y a pas d'équipe des pouvoirs, s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, si chaque institution ne joue pas son rôle, le pays ne peut pas se développer. Quand je parle du passé, le parti unique nous a conduits où? Là où vous voyez le président de l'Assemblée nationale qui reçoit les syndicats pour négocier. Est-ce que vous imaginez ça? L'Assemblée nationale, c'est l'exécutif. Dans le cas de la séparation des pouvoirs, s'il veut donner des conseils, il peut donner des conseils en secret. Comment peut-il recevoir les syndicats pour négocier avec eux? Quand il négocie avec eux, quelle est sa marge de manœuvre? Est-ce qu'il a la capacité de résoudre le problème en tant qu'Assemblée nationale? Cette confusion qui fait que dans notre pays, depuis Omar Bongo jusqu'au président Ali Bongo, jusqu'à celui qui est là, les institutions sont au service d'un homme. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Oui, mais pourquoi tu ne l'as pas dit hier? Mais ce n'est pas parce que je me suis pas dit hier que je dois continuer à faire mal. L'être humain doit être capable de dire, là je me suis trompé, je ne continue pas. Mais ceux qui me rétorquent, pourquoi tu n'as pas dit ça hier? En fait, ce qu'ils voudraient, c'est que j'aille rejoindre le système et qu'on continue comme hier. C'est ça qu'il y a derrière ce reproche. Parce que autrement, je ne comprends pas comment on est en train de vous dire ce que vous faites là. On l'a déjà fait. On en connaît le résultat. Donc, cette constitution qui met tous les pouvoirs en les mains d'un seul, je vous le dis, mes chers compatriotes, si cette constitution n'est pas révisée, si elle n'est pas révisée, dans 2 ans maximum, on a une crise de système, on a une crise de régime. La raison, elle est simple. 2 exemples. Quand il y a quelques jours, il reçoit les 100 jours du gouvernement. C'est quoi les 100 jours du gouvernement? Dans un système présidentiel, les 100 jours, c'est les 100 jours du président qui est chef du gouvernement. Il a été élu, il a prêté serment en mai. Ces 100 jours sont achevés quand? 13 août. Donc les autres 100 jours qu'on fait là, c'est lesquels? C'est la confusion des gens. Ils ont une constitution aujourd'hui qui dit 5e République, mais ils ont un comportement de la constitution précédente. Tout leur logiciel, c'est comme hier. Il ne sait pas qu'il est chef du gouvernement. Il ne sait pas. Il s'oublie de temps en temps, il croit que le gouvernement est distinct de lui. Alors que dans sa constitution, il est le chef du gouvernement. Premier exemple. Deuxième, vous avez aujourd'hui un secrétaire général de la présidence de la République, avec des conseillers spéciaux chefs de département. Pourquoi y a-t-il encore au Gabon un secrétaire général du gouvernement? Le gouvernement est où? La confusion. Et c'est cette confusion qui fait que le chef de l'État peut recevoir les syndicats jusqu'à 4 h du matin, sans son ministre, sans aucun technicien. Et nous disons la première chose à faire, il faut réviser la Constitution. Là n'est pas un débat de pour ou contre le président actuel. Là est le débat de la République, le débat du pays. Cette constitution est mauvaise, il faut la refaire. La deuxième chose, les institutions. Lorsqu'on dit qu'on restaure les institutions, et là je m'adresse à des compatriotes, la restauration, c'est le retour à l'ordre ancien. Il y a eu la Révolution française. On a aboli la monarchie. On a proclamé la République. Et puis on a dit non, 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 tout ça c'est bon là, on arrête ça. Et puis on fait la restauration. Et puis il y a l'Empire qui arrive. On ne fait pas attention aux mots quand les gens les emploient. Mais ceux qui emploient les mots savent ce qu'ils disent, savent ce qu'ils font.
Et cette restauration-là, elle est lisible dans les institutions actuelles. C'est la restauration des institutions du parti unique, de la Constitution de 61. C'est là-bas qu'on repart. Mais quand on veut bien faire, on pose le diagnostic, institution par institution. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que les textes étaient mauvais? On modifie les textes. Est-ce que le découpage était mauvais? On refait le découpage. Est-ce que le système électoral était mauvais? On le refait. On refait les institutions. Elles n'ont pas été refaites. Et moi, je considère qu'il y a eu la transition militaire qui s'est achevée avec les différentes élections. Et là, on est rentré dans une transition civile. Parce que pour moi, tout ça est provisoire. Cette condition, elle est provisoire. Ces institutions sont provisoires. Il faut refaire de vraies institutions. Aujourd'hui, c'est la situation économique du pays. Des mauvais choix ont été faits. Quand j'ai dit que Assala est une mauvaise opération, 700 milliards de francs, on a emprunté auprès de Gunvor, un trader qui a été condamné dans des pays en Europe pour corruption. On a traité Gunvor. Il nous a prêté 700 milliards de francs CFA à 12% de taux d'intérêt. 12%. Aujourd'hui, alors qu'il y avait d'autres propositions, mais où sont les ressources d'Assala dans les caisses de l'État? L'économie, c'est aussi de se dire, mais on a la GOC. J'ai révélé, personne n'a démenti cela. La GOC, obligée de payer 20 millions de dollars à Ebomaf chaque trimestre, presque 12 milliards de francs, sans aucun rapport entre Ebomaf et GOC. Je l'ai dénoncé publiquement. Il n'y a aucun démenti officiel. L'économie, c'est aller chercher des vaches au Brésil par bateau, les amener en Dendé, sans aucun écosystème. Et on voit ce que ça donne. L'économie, c'est de dire que l'année prochaine, on n'importe plus le poulet, sans aucun écosystème. Il n'y a pas de fermiers vétérinaires, il n'y a pas d'écosystème, il n'y a pas de pro-vente, il n'y a pas de poussin d'un jour, il n'y a pas tout ceci. Mais, quand on veut avancer, regardons là où nous nous sommes trompés. On a fait le programme Graines sous Ali Bongo. C'est un plantage monumental. Nous l'avons dit avec Dedi Magam Moussavou. On a dit au gouvernement, c'est un plantage, on ne peut pas continuer. Mais qu'est-ce qui a fait que Graines a échoué? L'agriculture ne s'invente pas. Nos parents étaient paysans, ils cultivaient un peu la terre pour nourrir la famille. Mais l'agriculture, pour nourrir le pays entier, il faut des lycées agricoles, il faut l'environnement agricole, il faut préparer tout ceci. Où est l'écosystème? Lorsqu'on le dit, la seule réponse qu'on trouve à m'opposer, c'est « mais quand tu étais là ?» Et puis j'entends régulièrement me dire « mais pourquoi tu n'as pas démissionné ?» Mes chers compatriotes, moi je veux diriger ce pays-là. Et je me prépare depuis des années à porter un projet pour le pays. Si la démission arrange un pays, on démissionne. Mais Jules Aristide Boudès au Bugende, quand il a démissionné en 1993 de l'Assemblée nationale avec fracas, qu'est-ce que ça a changé au fonctionnement de l'Assemblée nationale? Plus près de nous, quand Jean Yeguendon a démissionné, il a été applaudi. Qu'est-ce que ça a changé? Et quelques années plus tard, il n'est pas revenu. J'ai fait le choix de me battre à l'intérieur. Oui, il y a des batailles que j'ai perdues, mais il y en a que j'ai remportées. Et puis, l'expérience, elle s'acquiert en étant à la gestion de l'État. Parce que j'ai été ministre. Je sais aujourd'hui comment gérer l'État et je suis prêt à gérer l'État. J'ai été aux affaires étrangères, j'ai appris les relations internationales. Ça permet d'avoir des raisons, de savoir avec qui on peut discuter, de connaître la position du Gabon. Nous avons mené des réformes importantes pour la CEAC. Et le Gabon a disparu de la scène diplomatique. Et on bricole. On bricole tout. La diplomatie, on bricole. C'est pas parce que tu as été reçu à la Maison Blanche, tu rentres avec une casquette maga sur la tête, et derrière, il n'y a pas de travail qui est fait. S'il y avait eu un travail derrière, le Gabon n'aurait pas été exclu de la Goa.
Le Gabon a fait partie des pays qui ont été reçus à la Maison Blanche. Comment ça se fait que quelques mois après, on sort de la Goa? Parce qu'il n'y a pas eu un travail derrière. Nous habitons le siège de la CEAC. Il y a une crise entre deux pays de la CEAC, le Rwanda et le Congo. Où est la voix du Gabon? Ça se traite ailleurs, ça se négocie ailleurs, ça se discute ailleurs. Le passé. Le passé, c'est le Gabon, 500 000 habitants, qui a accueilli le sommet de l'OUA en 1977. Le passé, c'est le Gabon, 800 000 habitants, qui intervient dans les médiations en Angola, au Tchad, en Centrafrique, au Congo. Le présent. Le présent, c'est de dire, il y a eu une élection présidentielle. Elle a donné le résultat que celle a donné. Il y a des Gabonais qui ont fait le choix de voter pour M. Oligui, compte tenu de ce qui se passait à l'époque. Et personne ne peut blâmer personne. Sortir de la présidentielle, en ouvrant les yeux, en regardant notre pays, est-ce qu'on peut en toute objectivité dire que le Gabonais vit mieux aujourd'hui qu'il y a 2 ans? C'est pire. Est-ce qu'en toute objectivité, on peut regarder et se dire c'est mieux aujourd'hui qu'hier? Mais pourquoi? Parce que nous ne nous sommes pas posé les bonnes questions. Parce qu'on n'a pas posé le bon diagnostic. Parce qu'on a pensé qu'il suffisait d'enlever un élément du système, le président et sa famille, pour que le système change. Le système est plus fort que les autres. Et moi, quand je dis qu'il faut combattre le système, il faut renverser le système, il faut enfiler le système, je ne fais pas un débat de personne. C'est d'abord la question de comment le pays est organisé. Et là, pour enchaîner sur le projet, après 65 ans d'indépendance, nous avons des structures administratives, politiques et économiques telles qu'issues de la coloniale. Après 65 ans d'indépendance. Et lorsqu'on pose le débat, notamment sur la question aujourd'hui de la prise en compte des questions sociales pour les Gabonais, lorsqu'on propose que chaque Gabonais ait un minimum apporté par l'État pour aider à vivre, à s'en sortir, on nous répond oui, mais quand vous étiez là, quand je dis qu'il faut mettre l'argent sur la table, on me répond mais il fallait dire ça quand tu étais là. Et puis on me dit, on a hérité d'un pays, mais il fallait dire aux Gabonais que c'est la vie qui est dans les caisses. Vous voyez qu'on prend le pouvoir et on ne fait pas le point de ce qu'il y a. On nous dit, vous avez laissé un héritage. D'abord, ils n'ont hérité de personne, ils ont arraché. La deuxième chose, c'est dans un héritage, il y a l'actif, il y a le passif. Si vous acceptez l'héritage avec ses actifs, ça veut dire ce que les autres ont construit pour vous et qui est positif, qui produit, vous prenez aussi le passif. Les actifs, vous avez la GOC, c'est un actif, vous allez nommer vos gens à la GOC. Les actifs, la CDC, les actifs, le FGIS, les actifs, il y en a. Et donc, puisque vous avez pris ça, prenez aussi le passif et gérez-le. Et les problèmes, quand je dis qu'ils sont anciens, je souligne que ceux qui sont là ne peuvent pas les ignorer. Puisqu'on gère le pays là, la crise là, on la gère avec les mêmes qui étaient déjà là. Donc ce n'est pas nouveau. Et aujourd'hui, nous devons poser le débat. Et c'est pour cela que nous proposons les États généraux de la nation. Ces États généraux de la nation, ce n'est pas aller faire un autre dialogue politique. C'est d'aller au fond des problèmes. Est-ce que notre pays aujourd'hui a sur place assez d'outils pour se permettre de ne plus payer la bourse aux étudiants à l'étranger? C'est un débat. Entre renforcer le nombre de militaires et envoyer des enfants apprendre à l'étranger, la guerre qu'il faut gagner, c'est la guerre contre l'illettrisme.
c'est la guerre contre l'analphabétisme. C'est la guerre contre l'ignorance. Et cette guerre ne se gagne que par l'éducation, la formation. La guerre qu'il faut gagner, c'est préparer notre pays aux enjeux du XXIe siècle. Le numérique, l'intelligence artificielle, la transition écologique, énergétique. Tous ces débats qui sont les débats de notre siècle. Les débats du moment pour demain. Et ils sont absents de notre pays. Et Ensemble pour le Gabon, qui a la chance de pouvoir être un mouvement nouveau et qui peut accueillir en son sein des élites qui peuvent aider à préparer le pays à affronter ces événements-là. Les États généraux, c'est aussi regarder le monde d'aujourd'hui, comment il est en pleine mutation, en pleine transformation avec le trumpisme, où la question du multilatéralisme qui protégeait les petits États devient un enjeu, et comment on continue avec nos États fragiles si on ne se renforce pas. Il faut qu'on en parle. Et donc, le projet qui est le nôtre n'est pas seulement un projet pour dire il faut que cela ne soit pas là, c'est un projet pour un Gabon différent, pour une vraie rupture. Et ce n'est pas faire injure à quelqu'un que de faire le constat. Et je termine par là, pour ouvrir la phase des réponses, des questions, pour faire le constat, mes chers compatriotes, de ce que on ne peut pas bricoler le pays. Vous ne pouvez pas, en un laps de temps aussi court, devenir quelque peu réaliser la sous-région. On adopte un budget le matin, on le remanie le soir, le lendemain on a des hypothèses qui ont changé, le surlendemain ça a changé. Et on dit mais qu'est-ce qui se passe-t-il au Gabon? On se fait convoquer à Brazzaville parce que la sous-région est en danger, on passe mais à un cheveu de la dévaluation parce qu'on gère mal nos réserves de change. Voilà la situation. Et on ne peut pas, deuxième chose, 3 ans après l'arrivée au pouvoir, continuer à tout justifier par ceux qui étaient là. Si vous vouliez le faire par ceux qui étaient là, il ne fallait pas les garder avec vous. À tous les étages. On ne peut pas construire un pays sans vision, sans cap. Je peux prendre dans la salle, si quelqu'un peut dire quel est le projet économique en cours au Gabon aujourd'hui, là, maintenant, si quelqu'un est capable de dire, même dans le rang, même au sein du gouvernement, quel est le projet économique en cours aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a quelques jours, on a adopté le plan national de croissance et de développement que j'ai lu. Et quand je l'ai lu, j'ai retrouvé des éléments du PGE, des éléments du PRE. Je les ai retrouvés. N'est-ce pas, non? Tout à fait. Bien. Et après avoir adopté un budget, une loi de finances pour 2026, on dit aux populations, voilà, le plan national est en ligne, faites vos contributions. Mais sur quelle base on a donc adopté le budget, si on doit encore faire des contributions? On ne peut pas. On n'a pas le droit, aujourd'hui, en 2026, de faire du pilotage à vue. On n'a pas le droit, en 2026, de menacer les enseignants, de mettre les syndicalistes en prison, de mettre les journalistes en prison en 2026. Vous qui êtes ici dans la diaspora, vous qui vous êtes battus pendant des années dans la résistance, c'est quand même pas pour ça que vous êtes battus. C'est quand même pas pour ça. Et la question de la commission vérité, justice et réconciliation, nous la demandons, nous la réclamons cette commission, mais s'ils ne la mettent pas en place, moi j'ai contacté des avocats ici. Et il y a une proposition qui m'a été faite par les avocats ici. Et je la soumets à votre réflexion et je la soumettrai à la réflexion des autres à Libreville. C'est de dire on met en place un collectif et on saisit la justice internationale, française notamment, qui aujourd'hui a une compétence universelle sur la question des droits humains, des crimes contre l'humanité, etc. Qu'on saisisse. Parce qu'on a voulu faire porter les choses.
ceux qui étaient ici et qui disaient il y a des charniers, ils sont au gouvernement, pourquoi ils n'en parlent plus? Certains me mettaient le ministre de la Justice sans bouger le petit doigt sur un dossier aussi sensible, aussi important. L'État ne doit pas mentir. L'État ne ment pas. L'État protège. L'État agit. On doit avoir confiance à la parole de l'État. L'État nous a dit, lorsqu'on aura fini avec la transition, on mettra en place cette commission. Moi, je ne dis pas qu'il y aura le résultat demain. C'est un processus qui est long. Il faut des enquêtes, il faut des spécialités, il faut des témoignages. C'est important, c'est un processus long. Mais il faut commencer. Mais puisque eux ne veulent pas commencer, parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Mais ce collectif, si vous en convenez, on le met en place, on prend des avocats et les plaintes sont déposées pour que les Gabonais sachent ce qui s'est passé. Si on ne nettoie pas cette plaie béante, ouverte, à notre histoire, à notre mémoire, très difficile de parler de réconciliation au pays. Le peuple n'y croit plus. Le peuple n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et le peuple n'en veut plus. Excusez-moi, j'ai été un peu plus long que le temps qui m'avait été indiqué, mais je peux répondre à vos questions maintenant. Merci, Monsieur le Président, pour la clairvoyance de vos propos. Et chers compatriotes, dans l'élan de ces mots, le Président l'a dit, nous allons amorcer la phase de questions-réponses. Alors, Monsieur le Président, ce moment est le cœur battant des Gabonais. Un cœur battant parce que les Gabonais ont des questions. Et de ces interrogations, d'aucuns auront à cœur, ma foi, d'avoir les réponses afin de dissiper les indicibles dans le cœur de tous les Gabonais. Il est important pour nous de rappeler, de marquer ce moment sous l'égide d'un respect mutuel et d'un sens aigu de responsabilité collective. Et un mot à la presse, un moment particulier d'interview vous a été réservé pour cette phase de questions après l'échange entre les compatriotes et le président. Donc vos questions en somme, vous pouvez les garder. Le président vous accordera un temps particulier. Merci. Non, il ne faut pas vociférer. Bon, allez. Je ne suis pas Mitterrand, ne vous inquiétez pas. Donc c'est bon, vous m'entendez là? Est-ce que la salle m'entend suffisamment? Oui. Alors je suis ici en tant que citoyen gabonais, je n'ai été mandaté par personne, nonobstant le métier que j'exerce, donc au moins que les choses soient claires. Monsieur le Président, j'ai une question à vous poser. Et c'est une question que j'ai toujours formulée publiquement sur différents panels, sur TikTok et également sur des médias. Et là, je vous la pose en face, en tant que Gabonais, et vous qui aspirez à nous diriger. Monsieur le Président, il y a eu donc l'élection, comme vous le savez, du 12 avril 2025. Et je fais partie de ceux qui disent que cette élection était une honte. Cette élection était frauduleuse. Et c'est l'élection la plus frauduleuse de l'histoire du Gabon. Pourquoi? Parce qu'au cours de cette élection, après le vote, nous avons eu un collège électoral qui a bougé 3 fois. Les chiffres du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur lorsqu'il les proclame, si vous voulez, je peux vous donner le détail, donne un chiffre. Lorsqu'on regarde le détail des inscrits par province et à l'étranger, on tombe sur un autre nombre d'inscrits. Et lorsque la Cour constitutionnelle arrive, elle donne un autre nombre d'inscrits. En gros, pour vous la faire courte, pour ne pas vous perdre, la Cour constitutionnelle s'est mise hors la loi en augmentant le collège électoral de plus de 7000 voix. Ce qui n'est pas dans ses prérogatives, ce qui est contre la loi. Par conséquent, étant donné qu'une élection a une invariable qui est le nombre d'inscrits, qui ne peut pas bouger après le vote, on est au moins d'accord tous là-dessus, c'est-à-dire que dès que l'élection est finie, le nombre d'inscrits ne bouge plus. Au Gabon, on a inventé, parce que bon, on est géniaux,
On a inventé une élection avec un nombre d'inscrits qui bouge après le vote. Par conséquent, M. Brice Clotaire Oligui Nguema ne peut pas être le président élu du Gabon. Parce que la base est fausse. Si la base est fausse, le résultat l'est. Et ce n'est pas un reproche que je vous fais, c'est juste une question. Et vous l'avez dit en d'autres termes, parce que vous êtes un homme très éloquent, vous maniez très bien la langue de Molière, vous avez dit sur Canal 2, corrigez-moi si je me trompe, hein, je parle sous votre contrôle, vous avez dit qu'il s'agit là de chiffres préfabriqués. J'ai bien compris, j'ai bien noté. Effectivement, ce qui est préfabriqué est faux. Évidemment, si c'est préfabriqué, c'est que c'est faux. J'ai une simple question pour vous. C'est un reproche que je vous adresse, mais aujourd'hui c'est sous forme d'une question, parce qu'effectivement vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Pourquoi n'avez-vous pas fait, pour marquer le coup politiquement, pour que ça paye plus tard, pour que ça renforce votre stature d'homme d'État? Pourquoi n'avez-vous pas fait, comme Pierre Mamboundou en 2005, lorsqu'il est allé devant la Cour constitutionnelle, démontrer que la Cour était en porte-à-faux avec la Constitution de l'époque, notamment l'article, là je cite de mémoire, l'article 82 de la Constitution, qui interdisait à la présidente de l'époque, Madame Marie-Bandolène Boroncho, de diriger la Cour au bout d'un 3e mandat. Tout le monde se souvient de cette scène qui a renforcé le crédit politique de Pierre Mamboundou, qui l'a entouré d'une aura, tant pour moi, énorme, qui a d'ailleurs plongé le pays dans une drôle de crise politique, puisqu'après ça, il est rentré chez lui. Il n'a plus rien dit, et ça s'est résolu, entre guillemets, par l'attaque de son QG, la suite, vous la connaissez. Bien sûr, il a eu le choix entre l'exil, la prison, et aller rencontrer Omar Bongo. Il a choisi Omar Bongo. Pourquoi vous n'avez pas utilisé ce recours-là, non pas comme une voie de recours en espérant qu'on vous donnera raison, mais comme un espace, une tribune qui vous aurait permis d'affirmer à la face de vos compatriotes et à la face du monde que M. Alain-Claude Bilimidze se dresse contre la forfaiture, puisque vous l'avez fait sur Canal 2, je pense que vous avez là manqué une occasion de le faire avec plus d'affirmation. Je tenais à vous le dire en face parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois et je tenais à vous le dire en face. Voilà, c'était ça ma question et éventuellement ma remarque. Je vous remercie. L'une des difficultés lorsqu'on a dirigé et qu'on décide de se mettre dans l'opposition, c'est que on a les textes du pays. Vous avez omis de rappeler que c'est moi qui ai fait observer à la nation que la corrélation des pourcentages ne permettait pas d'atteindre 100%. Il manquait 4 points pour atteindre les 100%. Et les 4 points ont été attribués de go à un seul. Dès cet instant, oui, pour aller à la cour. Mais j'avais aussi dit que cette cour étant dirigée par le frère du président, je ne voyais pas trop comment un recours allait prospérer. Parce que le recours aurait été rejeté déjà en la forme. On ne s'est même pas allé au fond. J'avais analysé ça avec mes équipes. Pierre Mamboundou, parce qu'il allait au fond, que la cour a permis le débat au fond, il a donc pu s'exprimer. Mais là, on ne serait pas allé au fond pour 2 raisons. C'est que la loi a évolué et qu'il fallait l'élément matériel. L'élément matériel pour saisir, c'était dans les procès-verbaux bureau de vote par bureau de vote, que je n'avais pas. Ça, c'est un. Deuxième chose, je ne souhaitais pas que, après débat de la cour, il y ait une légalité dans la forfaiture qu'il y a eu. Et vous observerez d'ailleurs que le message de fin d'année du chef de l'exécutif gabonais, il a lui-même dit que les élections se sont mal passées parce que le fichier électoral pose problème. Or, c'est le même fichier qui a été utilisé pour le référendum et pour la présidentielle. Et donc, s'il a posé problème aux législatives, c'est qu'il était mauvais dès le départ. Il a critiqué les procurations, il a critiqué le transport des électeurs, toutes choses qui ont eu lieu aussi bien au référendum qu'à la présidentielle. Et donc, oui, c'est sujet à caution. Mais moi, je veux construire l'avenir. Et l'avenir, c'est se dire qu'on doit revoir tout ceci, et y compris le découpage électoral. La loi électorale actuelle, peut-être que l'élément vous a échappé, vous n'avez pas voulu en parler, mais il y a eu à Mandji, élection sénatoriale. Là, élection sénatoriale. PDG, UDB. Résultat, 17. Égalité parfaite, dès le premier tour. La loi prévoit que
lorsqu'aucun des candidats n'a atteint 50% plus 1 dès le premier tour, il y a un second tour qui est organisé. Ils vont donc au second tour. Et au second tour, égalité parfaite, 17-17, parce qu'entre-temps, ils ont tapé le diable. Donc, 17-17. La loi prévoit que, dans ces conditions-là, c'est le candidat qui a obtenu le plus de scrutins au premier tour qui est déclaré vainqueur. Or, au premier tour, c'était déjà égalité parfaite. Au deuxième tour, égalité parfaite. Que va faire la Cour constitutionnelle? Elle va inventer, elle va imaginer, et elle va aller dire que c'est le parti, alors qu'on est sur les candidatures individuelles. La Cour va dire c'est le parti qui a obtenu le plus de conseillers municipaux à l'issue de l'élection des conseillers municipaux qui l'emporte. Or, c'est deux élections différentes. Ouais. C'est deux élections différentes. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, que l'élection pour les conseils municipaux et départementaux, c'est la proportionnelle. Oui. D'accord? Donc, élection de liste. L'élection des sénateurs, c'est uninominal. Ouais. C'est deux élections différentes. Et donc, on a vu à Lebamba, le candidat de l'UDB être battu par le candidat de RPM. L'UDB a fait une alliance avec le RPM qui faisait plus de 35 conseillers, les deux réunis. Zégué Zundu. Et le RPM avait à peu près 7 conseillers, en tout cas moins de 10. Et c'est le RPM qui l'a emporté parce que les conseillers ont fait un choix différent du choix de leur hiérarchie officiellement. Mais j'ai du mal à penser que la discipline militante... bien. Donc là, la Cour constitutionnelle, vous aurez dû le signaler également, a inventé une loi pour déclarer vainqueur la candidate de l'UDB. En fait, on a compensé parce qu'elle avait battu l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et donc, pour que ça n'aille pas plus loin, c'était les arrangements d'épicerie, exactement. Une autre question? Oui. Juste, chers compatriotes, il serait important de décliner votre identité avant de poser vos questions. Merci. Monsieur le Président, bonsoir. Franck La Vérité, très désordonné, vous me connaissez beaucoup, mais bon, j'ai 3 petites questions que j'ai envie de poser au président de EPG. Je n'ai pas envie de revenir sur ce qu'on dit depuis des années, j'ai envie de me projeter vers l'avenir. La première question est la suivante. Quelles sont vos craintes réelles aujourd'hui pour le Gabon, vu la situation actuelle de notre pays? Première question. La deuxième question, je m'adresse à vous, je vous regarde dans les yeux. Monsieur le Président, le 26 juillet 1990, le Gabon tout entier a adopté la Charte nationale des libertés. Que sont devenus ces acquis 36 ans après? Vous avez frôlé la question sur la dévaluation du franc CFA. Est-ce au Gabon que c'est inévitable? C'est inévitable. Le président français, pas pour le citer, a fait une déclaration devant ses ambassadeurs il y a quelques jours, en disant qu'il faut qu'ils repartent en Afrique pour sortir de l'austérité que vit la France. La situation actuelle de notre pays, la situation économique actuelle de notre pays, va pousser l'Europe ou l'Occident, pour ne pas citer le pays, à dévaluer le franc CFA et à impacter nos voisins à côté. Qu'est-ce que ça va apporter aujourd'hui au Gabon en termes d'économie réelle? Si le coût du baril est à $50 et que le franc CFA est dévalué, qu'est-ce qui se passe pour l'économie de notre pays? Comment on sort de là? Comment on traduit une vision pour la jeunesse gabonaise, pour les jeunes de 16, 17, 18 ans qui, en 2032, vont avoir la possibilité de voter le Gabon dans lequel ils vont vivre? Voici à peu près les 2-3 questions auxquelles j'aurais voulu que vous répondiez. Merci bien. La situation actuelle du pays, c'est plusieurs choses.
nous avons déjà, sur le plan de la gouvernance générale, une dérive vers les privations des libertés. Les gens se sont battus pour que nous ayons un pays ouvert, avec un espace démocratique qui s'étend, et là il se réduit. Nous sommes en 2026, et cela fait 10 ans que nous avons adopté le Code de la communication, qui protège dans le texte les journalistes et qui interdit qu'on mette un journaliste en prison. Mais ce pouvoir estime que la volonté du général doit être la volonté générale. Et il fait ce qu'il veut. Mais les craintes les plus importantes, elles sont au plan économique et financier. Nous sommes au bord d'une explosion sociale. Cette explosion sociale, la grève des enseignants, n'est que l'un des aspects, mais les moins importants. La vie chère, la précarité. La précarité qui a été renforcée par la destruction des maisons de milliers de Gabonais. On a détruit les maisons à peine nourriture, on a détruit des vies. Et c'était en juin, je crois le 4 juin. J'étais en France d'ailleurs quand ça s'est fait. Mais nous sommes là en février. Il n'y a aucun projet. Il ne se passe rien dans cet espace. Il n'y a rien. Le fameux boulevard dit de la transition, de la libération, je ne sais pas trop quoi qu'ils ont commencé, il n'a pas 50 mètres. Et donc, ils ont cassé, mais sans aucun projet. Mais les populations qui vivaient là se retrouvent dans la précarité. Nous avons des compatriotes que nous connaissons très bien, qui étaient là, avaient leur maison d'habitation, avaient construit quelques petits logements qui rapportaient des revenus et qui sont aujourd'hui précarisés. La crise sociale, D'autres sont morts. D'autres sont morts. Mon grand frère à la SNIL. Bien. Aujourd'hui, avec la situation de la CNAMGS, nous avons là près de 200 compatriotes sous dialyse qui sont menacés parce que les pharmacies ne prennent plus. Il ne reste plus que la pharmacie Le Forestier qui continue à prendre la CNAMGS. C'est ça la situation aujourd'hui. La situation, c'est le chômage massif qui touche notamment les jeunes. Alors qu'on leur disait, le pays a l'argent, on a tout prévu, on va tout régler. Mais la vraie crainte aujourd'hui, c'est l'explosion sociale. Et face à l'explosion sociale, nous avons un gouvernement qui n'a pas de réponse. La seule réponse va être la matraque. Et c'est pour cela que les Gabonais ont peur. Et lorsque vous entendez des expressions comme ce pays est bizarre, Ouais. mais c'est parce que maintenant, chacun crée le B2. Oui. Et puis j'ai des gens qui me disent, mais les autres sont en prison, que vous êtes en liberté, est-ce que c'est des arrangements? J'en profite pour répondre très clairement. Je ne suis dans aucun arrangement. J'ai choisi, moi, le désert, plutôt que la bonne vie de continuer avec un système. Les propositions m'ont été faites, comme vous le savez, j'ai refusé. Je préfère le désert être libre que continuer dans un système qui appauvrit les populations. Et l'autre risque qu'il y a, c'est le décrochage du pays. Et je réponds rapidement à la question de la dévaluation. Je vous dis, les chiffres sont clairs. Hein. Les chiffres ne mentent pas. Nous avons beau maquiller comme on le veut, mais les chiffres sont clairs. Les chiffres nous indiquent aujourd'hui que notre pays, avec l'endettement que nous avons aujourd'hui, il va falloir serrer la ceinture. Cet endettement a érodé les marges de manœuvre du pays. Aujourd'hui, le pétrole continue à peser 40% de nos ressources budgétaires, le pétrole, 60% de nos recettes d'exportation. C'est ça la réalité. Et comme il faut pouvoir équilibrer les comptes, que fait l'État? Que fait le gouvernement? Il émet des taxes. Oui. La taxe d'habitation. Je crois qu'elle a été supprimée ici d'ailleurs. Hein? Bien. La taxe d'habitation. Mais pour quel habitat? Pour quel environnement? Bien. Lorsqu'on met en place cette taxe d'habitation dite forfaitaire, et qu'ensuite on vient vous dire que ça évolue en fonction de la consommation d'électricité, ce n'est plus forfaitaire, et c'est donc une taxe sur l'électricité. À côté de cette taxe forfaitaire d'habitation, nous avons la contribution foncière unique. C'est pour cela maintenant que l'État s'empresse de donner des titres fonciers, de régulariser les titres fonciers pour que les gens payent les impôts.
Oui, bien sûr. Oui. Tous ceux qui sont détenteurs d'un titre foncier ou d'un titre légal vont devoir payer une taxe. Donc vous avez la taxe foncière unique qu'il faut payer, la contribution foncière unique, la taxe sur d'habitation, et si vous travaillez, vous êtes des professionnels de profession libérale, vous êtes médecin, vous avez votre cabinet, votre épouse est avocate, elle a son cabinet, vous payez pour votre résidence. Le cabinet de votre épouse paye, votre cabinet paye, et si vous êtes de l'intérieur du pays, l'Ambaréné, vous avez une résidence là-bas, vous payez également. Donc chaque mois, vous payez 4 fois. C'est ça la réalité. Les autres taxes qu'on a inventées, très rapidement, la farine, on a enlevé la subvention. Le pétrole, il y avait 80 milliards, on est tombé à 12 milliards. Donc là aussi, on a enlevé les subventions. En ce qui concerne les boissons, ça va augmenter, mais pire encore, le riz va augmenter, la farine va augmenter, tout ce qui va être importé. Et sur la question de la dévaluation, nous avons 3 volumes d'exportation en devises. Le pétrole, le manganèse, le bois. Mais le reste dont nous avons besoin, nous l'importons. Et donc, c'est une dévaluation, mais c'est la catastrophe économique pour le pays. C'est une catastrophe sociale. C'est la casse. Ça veut dire que déjà ce qui s'est passé en 1994, où on a ressenti de manière dramatique les effets de la dévaluation. C'est une dévaluation là maintenant, je vous dis que Soulèvement populaire. ce ne sera pas possible. Et je l'ai déjà indiqué, dans la situation actuelle du pays, quelqu'un va craquer. Quelqu'un va craquer. Ou c'est lui qui craque, ou c'est le peuple qui craque. Mais on ne peut pas tenir tous les deux. Le mandat est de 7 ans. Mais il y a déjà 2 ans. Et là, vous voyez des gens qui sont au pouvoir depuis 2 ans et demi. Ils sont épuisés. Ils ne peuvent pas tenir 7 ans. 7 ans, il faut des solutions. Et donc, quelqu'un craquera. Et avec la situation que vous décrivez, qui est réelle, je vous dis encore une fois, nous avons été convoqués à Brazzaville, c'était une convocation. Pourquoi est-ce que les réserves de change ont été érodées aussi rapidement? D'abord parce qu'on importe tout. Ça, c'est 1. 2. Les travaux qui ont été engagés à Libreville, sans planification, sans évaluation. Mais celui qui construit la cité de la démocratie, il importe des matériaux, mais il les importe de pays étrangers. Mais il faut les devises pour ça. Ceux qui construisent les tours, ils font comment? Ils importent. Il faut des devises pour ça. Donc le Gabon, à lui tout seul, a fragilisé la situation des devises au niveau de la sous-région. Ça, c'est une réalité, c'est des chiffres. Et donc, oui, si aujourd'hui il y a cette épée Damoclès qui est liée à la fois aux enjeux géopolitiques, mais aussi à la gouvernance de nos États, ça craint. Ça craint. Et qu'est-ce que je peux dire aux jeunes? Mais d'abord de s'y préparer, sans être catastrophiste, mais ensuite de se dire que nous devons tout faire pour contraindre le pouvoir actuel à se ressaisir. Se ressaisir pourquoi? Regarder à nouveau les priorités et réorienter les priorités sur ce qui est social, sur la santé, sur l'emploi, sur la vie chère. Il faut subventionner les produits alimentaires. Il faut les subventionner. On dit qu'on va produire le poulet au Gabon, très bien. Mais qu'est-ce qui détermine le choix quand on va acheter? Quand on va acheter, sauf quand on en a les moyens. Ici en France, on va acheter bio parce qu'on a les moyens de payer bio. Mais ce qui détermine le choix, c'est sa poche. Qu'est-ce que je peux payer? Si le poulet de chair au Gabon me coûte plus cher que le poulet importé, comment on fait? Le ménage qui doit arbitrer entre les factures d'électricité, l'école des enfants, la nourriture, vous pensez qu'il va faire quoi? Il ne va pas acheter le poulet par patriotisme. Il faut donc que le poulet qui est produit au Gabon soit compétitif. Mais là, je vous ai dit, les conditions actuelles ne permettraient pas ça. L'achat des libertés. J'ai parlé tout à l'heure de l'histoire et de fonder notre parcours sur ce qui a été bien fait. L'achat des libertés, ce sont des Gabonaises et des Gabonais qui se sont réunis au lendemain de la conférence nationale pour dire nous devons fonder notre pays sur un certain nombre de valeurs. Et pour ça, on adopte une charte de liberté
qui a été la référence de toutes les constitutions jusqu'à la modification qu'il y a eu là. On n'en fait plus référence du tout. Mais il faut revenir à cette charte de liberté et de la démocratie. Tous les pays, ou presque, ont des chartes. L'Union africaine a des chartes qui indiquent, en dehors des conventions, quels sont les éléments principaux sur lesquels on fonde une action. Mais la charte de liberté et de la démocratie au Gabon, on l'a totalement laissé tomber. Parce que ceux qui ont élaboré la constitution actuelle n'avaient qu'une idée en tête. Comment confronter le pouvoir d'un homme? Comment mettre entre ses mains tous les pouvoirs? La question n'était pas plus de démocratie, plus de liberté, de meilleures institutions. La question c'était comment on fait pour que sa volonté s'impose à tous. C'est ça. Et je crois qu'on a déjà échangé sur le sujet. La charte des libertés fait partie des éléments pour lesquels, Ensemble pour le Gabon, se donne un point d'honneur à remettre d'abord publier en écho pour que les Gabonais savent de quoi il s'agit. Il faut publier ces chartes. Déjà fait. Non, c'est fait sur vos réseaux à vous, mais il faut publier ces chartes. Et il faut ensuite la divulguer, faire en sorte que les Gabonais se l'approprient. Et il faut l'intégrer comme élément. Chaque parti politique au Gabon qui se bat pour la liberté devrait avoir cela comme prière. C'est l'œuvre des Agunjo Kawe, de Gulguede, de beaucoup d'autres qui ont beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Bien. On va prendre deux dernières questions quand même. Hein? Ou on prend un peu plus. Deux questions. Deux. Dès qu'on a dit deux dernières, à toutes les messages. Bonjour Monsieur le Président, je me nomme... Désolé, c'est moi qui vous ai fait la parole. Non, c'est pas grave. Approchez. Bonjour, je m'appelle Mégane, je suis une étudiante gabonaise. Je vis à Toulouse et j'ai fait le déplacement spécialement pour vous. Et vous avez été l'un des meilleurs communicants du pays. Aujourd'hui, alors que les codes ont changé et que de nouveaux acteurs émergent, comment adoptez-vous votre propre narratif pour rester audible auprès d'une jeunesse qui n'a pas connu le Gabon d'avant Ali Bongo? Parce que moi, actuellement, j'ai 22 ans. Et à l'époque, j'étais vraiment jeune aux élections. Pendant les élections en 2009, j'avais 6 ans. Du coup, j'ai pas vraiment connu le Gabon de Omar Bongo, mais plus celui d'Ali Bongo. Bien, merci beaucoup. C'est une excellente question. Merci. C'est une excellente question parce que dans l'histoire, la première chose que fait un pouvoir qui s'installe, c'est d'imposer son narratif. Et donc, de réécrire et d'effacer le passé. Et le narratif qu'on tente d'imposer aujourd'hui est un narratif qui tente de dire qu'en fait pendant 14 ans, le pays a été détruit alors que tout allait bien. Ce narratif, il faut pouvoir indiquer par des mécanismes de communication l'histoire du pays. C'est qu'on a commencé avec les podcasts que nous produisons. Mais je crois que ces podcasts, on les a commencés et puis on s'est rendu compte de la demande, notamment des jeunes générations qui entendent parler de 90 comme nous on parlait de la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que bon, 90 pour eux c'est déjà l'histoire ancienne. Or, ce pays, ses fondations après 60, la seule fois où le Gabon s'est retrouvé pour se dire comment on fait tous ensemble pour notre avenir, c'est en 90. Parce que en 60, il y a des Gabonais qui se battaient pour l'indépendance. Mais ce n'était pas comme dans d'autres pays où certains ont pris le maquis. Et en 60 même, certains ne voulaient même pas que le Gabon soit indépendant. Certains voulaient rester dans la communauté. Mais 1990, là les Gabonais se sont assis de tout horizon pour dire comment on fait pour notre pays. Mais ils ne l'ont fait que sur la question politique. Parce que la question que posait la conférence nationale, c'était est-ce que vous voulez continuer avec le parti unique ou pas? C'était la question de la conférence nationale. Et on a répondu non. On veut le multipartisme intégral et immédiat. Donc adoption d'une nouvelle constitution, adoption de la charte des libertés et mise en place de nouvelles institutions. Mais là où il est intéressant de dire toute cette histoire, c'est aussi de voir le déplacement des acteurs.
les acteurs qui parfois ont été dans l'opposition, opposition violente, se sont retrouvés ensuite dans la majorité. Ceux qui étaient dans la majorité se sont retrouvés dans l'opposition. Et personne, quasiment, n'est totalement neuf. Bon, il y a de nouvelles générations, bien sûr, mais je parle de ceux qui étaient là depuis 90. Donc, vous me posez la question à la fois en tant que communicant et aussi en tant que leader politique aujourd'hui. Je crois que nous devons faire un travail concernant l'histoire de notre pays. Mais cette histoire, ce n'est pas de faire de l'idéologie, c'est de dire les faits. C'est de dire les faits. Et tout le monde me dit, écoute, écoutez, monsieur le président, il faut écrire. On me dit, le podcast, c'est très bien. Il y en a qui l'attendent le soir. Depuis 2 jours, ils ne l'ont pas eu. Je dis, il y avait coupure. De 17h à 7h du matin. J'ai été ministre de l'énergie. Nous avons de bons techniciens. La SEG a de bons techniciens. La SEG est confrontée à 3 problèmes. 1, les ressources financières. L'État lui doit énormément d'argent. 2, le vieillissement des équipements. On a beau renforcer, on amène des bateaux et tout, mais le système de distribution est défaillant. Et l'incident de l'autre jour, c'est simple. On a fait passer une puissance supérieure à ce que le réseau pouvait supporter. Et le réseau a craqué. Voilà, c'est ça, le deuxième problème. Le troisième, c'est la production. Mais pour revenir à ce que vous posez comme question, qui est en fait une proposition, une suggestion, c'est effectivement de mettre des outils à disposition des jeunes Gabonais pour qu'ils connaissent de l'histoire. Il faut le faire sous 2 formats. Un format simple, numérique, tel qu'on l'a commencé, il faut l'améliorer. Et il faut écrire. Il faut écrire notre histoire de 90 à nos jours. Je crois que c'est important. Merci, madame. Mademoiselle. Elle n'a pas demandé 90, elle a demandé depuis Omar Bongo. Or, vous vous inscrivez que l'histoire politique, mais l'histoire elle-même, celle que moi j'ai appris en 1968, rien qu'à commencer par la Concorde. Qui a écrit la Concorde? Parce que moi j'ai appris dans des précis. Après, M. Méo-Liban est venu faire. Après ça, parce que je suis enseignante, hein, j'ai une école privée. Donc, après ça, le petit livre jaune, il démarre d'Omar Bongo. Petit livre vert. Mais maintenant, les nouveaux là, les nouveaux, vous allez voir que je vais le regarder quand je peux, s'il vous plaît. Les nouveaux qui ont été faits par Mungumba, complètement biaisés. Est-ce que vous, ici dans la salle, vous savez que Logo et Vindo, il y avait Lastouville et Kulamutu? Oui. On est parti de 5 régions. 5. Est-ce que les jeunes là, vous le savez? Non. C'est cette histoire-là, pas l'histoire politique. D'accord. Bien. Maintenant, la Camélia, bon, moi je cite les noms, hein, elle vient de faire des nouveaux manuels. Est-ce que vous savez que dans la sous-région, même les francophones, le Gabon est le seul à ne pas avoir des programmes? Tapez sur Google, programme école élémentaire gabonais, rien. Programme école maternelle gabonais, rien. Programme, mais tapez les Comores, les machins, tout le reste, ils ont. J'ai demandé à une dame, parce qu'il y a eu des manuels que Hachette Éducation a sorti, hein, francophone. Tous les pays. Je dis, mais pourquoi il n'y a pas de Gabon? Parce qu'on n'a pas eu les inspecteurs pour venir rédiger. Moi, en maternelle, je travaille avec des manuels du Cameroun, bilingues, très bien faits, quand je ne prends pas la France. D'accord. J'ai compris. Donc, il faut enseigner à ces enfants-là l'histoire, pas que l'histoire politique. Tout démarre pas en 90. Vous avez raison. Merci. Hein? Merci. Les Malécou encore vivants, lisez le livre de Malécou, c'est vrai qu'il est passé, il est maison à 42 €. Mais là, vous allez comprendre. C'est une très belle proposition. Aller au-delà de l'histoire politique pour refonder l'histoire de notre pays. Mais c'était le point numéro 1 de mon intervention, notre histoire. Oui. Il y a le monsieur derrière. J'ai un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors j'ai une question.
On en a vu une fois, il n'y a pas assez de temps. Quelle erreur stratégique les oppositions gabonaises répètent-elles et qui les empêche d'accéder durablement au pouvoir? Dans votre cas, avez-vous un plan B au cas où, dans l'avenir, les mêmes situations, lors des prochaines élections, venaient de se répéter? Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Alors je répète la question. Non, c'est bon. Alors, donc je disais tout à l'heure que quelle erreur stratégique les oppositions gabonaises répètent-elles et qui les empêche d'accéder durablement au pouvoir? Dans votre cas, avez-vous un plan B au cas où, dans l'avenir, les mêmes situations, lors des prochaines élections, venaient de se répéter? La deuxième question, plus rapidement. Pensez-vous que la centralisation excessive du pouvoir au Gabon explique l'abandon des villages et la concentration de tout à Libreville? Parce qu'aujourd'hui, sans se mentir, on voit que tout le monde est à Libreville. D'ailleurs, le président actuel, je crois lors de la campagne, demandait même aux gens de repartir parce que Libreville était quasiment confiné. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Bien. Je vais commencer par la dernière question. Il y a la centralisation du pouvoir qui fait que le siège du pouvoir est à Libreville, mais il y a aussi la question de l'organisation de l'État et aussi les questions d'organisation économique. Si l'État est organisé de sorte de déconcentrer véritablement ses services, il y aurait beaucoup plus de monde en province. Si on réorganise la question économique, il y aurait beaucoup plus de monde en province. Donc c'est à la fois la politique, c'est aussi l'État, c'est aussi l'économie. Mais vous avez raison, tout le monde est à Libreville parce qu'il y a l'attrait. C'est à Libreville qui a quand même quelques services publics qui fonctionnent. C'est à Libreville qui a la possibilité d'avoir un emploi. C'est pour ça que tout le monde vient à Libreville. Mais si on fait le chemin retour et que véritablement on arrive à développer l'intérieur du pays, il n'y a pas de raison que les gens restent dans les villages, plutôt qu'ils quittent les villages. Mais pour tout cela, il faut une réflexion préalable. Vous voyez, 7 milliards par province, on en est où? Moi, j'ai mis 2 hypothèses. Parce que j'ai du mal à croire que tous les Gabonais des 9 provinces du Gabon qui ont reçu les 7 milliards par province là, les ont détournés. Et si les ont détournés, où sont les poursuites? Donc pour moi, ces 7 milliards, soit ils sont sortis du trésor, mais ne sont pas allés dans les provinces, soit ils n'ont jamais existé. Deuxième hypothèse. Je ne sais pas si vous connaissez la localité gabonaise qu'on appelle Ovan. Si vous mettez 1 milliard d'argent réel à Ovan, vous voyez l'impact sur le terrain. Ouais. Si vous mettez 1 milliard à Libreville, vous n'en voyez pas l'impact. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je parle d'organisation de l'État, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, sur la question de la décentralisation, Ovan et Makokou sont des communes de plein exercice? Comment Ovan peut être une commune de plein exercice au même titre que Makokou? Ou Makokou au même titre que Port-Gentil? Donc il faut mener une réflexion de fond sur ces sujets-là et aller par gradation, de manière évolutive, et se dire comment on revient. On peut décider de remettre des grands ensembles pour favoriser un certain nombre d'activités. La question du village, elle a été évoquée, la question du village. Le village est resté, depuis la coloniale, une seule entité administrative dans la tête de l'État, qui ne sert à rien, parce que l'entité administrative là n'a aucune fonction. Quand on est dans un village, quelle est la fonction de l'État en tant que village? Mais si on change, comme d'autres l'ont fait en Asie, en disant le village est aussi une entité économique, et que l'État alloue à un village un certain nombre de missions, d'orientation et de moyens économiques, en disant le village Awa, dans le Volontaire, pour cette année, votre côté agricole, c'est tant de tonnes de bananes, tant de tonnes de manioc, tant de tonnes de farine de blé ou de maïs. Dans ces conditions-là, on ramène le moniteur agricole à Awa, qui n'existe plus, le moniteur agricole.
dans ces conditions-là, on fixe les populations. Dans ces conditions, on a l'activité sur le terrain. Mais le village aujourd'hui, on a un chef de village, même les monographies ne les tient plus. Il y a combien d'habitants dans le village, qui est né, qui est décédé, qui est étranger, on ne tient plus ces monographies-là. Mais ils sont là pour accueillir le préfet, le sous-préfet, le ministre. Donc c'est pour ça que je disais tantôt qu'il faut que dans le cadre des États généraux de la nation que nous proposons, tous ces sujets soient posés sur la table. La question de l'histoire de notre pays. L'ancien Premier ministre Léon Mebiamba, paix à son âme, quand il était candidat en 1993, au dossier de la RTG, non, c'était l'émission sur les élections. On lui a demandé ce qu'il fallait changer. Les Gabonais ont retenu la boutade sur l'état des toilettes et tout ça. Non, ce qu'il a dit, c'est qu'il fallait réécrire le mémorial gabonais. Il a dit que le mémorial n'est pas la vraie histoire du Gabon. Or, les jeunes, quand ils veulent aujourd'hui lire sur le Gabon, c'est quoi la référence? Le mémorial. Donc si le mémorial est faux, bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Léon qui l'avait dit. Concernant la stratégie, bon, vous comprendrez quand même que je ne sois pas là en direct à la télévision, sur les réseaux sociaux, pour vous décrire la stratégie. Mais les erreurs, pour parler de la question par exemple de 1993, j'ai évoqué tantôt la fatigue. Un des éléments que j'ai pu observer, c'est que nous ne tenons pas sur la durée le combat politique. Très vite, les uns et les autres s'épuisent. Très vite, la réalité sociale quotidienne rattrape les uns et les autres, et puis le pouvoir joue le ça. Et on va venir coopter un tel, on va coopter un tel, on va coopter un tel. D'ailleurs, depuis là, ça a commencé, ça a repris. Au sein des rangs de EPG, comme ailleurs. Mais il faut travailler à sensibiliser davantage sur le combat politique, le sens du combat politique. L'élection est un temps politique, mais l'élection n'est pas un combat politique. L'élection, c'est un acte citoyen qui est accordé par la Constitution à tout habitant d'un pays en âge de voter et qui est inscrit. Ça, c'est un acte citoyen. Mais derrière l'acte citoyen, il faut un acte politique. Et l'acte politique se structure, s'organise, en se disant il y aura élection. Et donc, quand on dit il y a élection, on va commencer par analyser, lire ensemble la loi électorale. Comment elle est faite? On va regarder la liste électorale. On va regarder sur 5 élections précédentes, quels ont été les taux de participation, quels ont été finalement les différents scores obtenus par les uns et les autres pour fixer les moyennes. Et se dire, on y va. En cas de ci, on fait quoi? En cas de ça, on fait quoi? Tous ces sujets-là, si quelqu'un vous dit, j'ai un carnet d'adresse, que si on veut ma victoire, je vais me débrouiller. Bon, la population va faire son travail, va voter, et va dire, bon, on attend le carnet d'adresse. C'est un exemple que je prends, c'est pas, je ne dénigre pas. Je dis simplement, à un moment donné, il faut pouvoir travailler à se dire, ça peut ne pas fonctionner, mais si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais, pour que les choses soient très claires, moi je ne crois pas à la solution des armes. Je ne crois pas à la solution militaire. Et ce ne sera jamais pour moi une option pour arriver au pouvoir. Il faut arriver au pouvoir. Et c'est pour cela que ce pouvoir est fragile, parce qu'en fait c'est un pouvoir qui est fondé sur une trahison initiale. Et parce qu'une trahison initiale, il ne peut pas faire autre chose que agir sur la force. Il faut qu'on travaille à structurer un mouvement, qu'on travaille à mettre dans l'esprit du Gabonais qu'il faudra tenir sur la durée, que ce n'est pas demain que ça va se faire, que ça peut prendre du temps. Et qu'au bout de ce temps que ça prendra, il y aura une vraie libération. Il y aura une vraie alternance. Et notre pays a besoin d'une vraie alternance fondée sur un projet, sur des hommes et des femmes qui portent le projet. Il ne faut pas dire qu'il y a Billy Bizet qui porte un projet. C'est notre projet à nous tous. Pour le moment, il est incarné par Billy Bizet. Voilà. Et que si demain Billy Bizet tombe, un autre reprend le flambeau pour continuer le même projet. Voilà, parce que moi je ne suis pas le Christ. Il y a eu un seul Christ, il est parti. Mais là aujourd'hui, moi je suis l'incarnation d'un projet collectif. Demain ça peut être quelqu'un d'autre. Si je n'y arrive pas, ou je suis défaillant, qu'à un moment donné, moi-même je défaille. Bon, ça n'arrivera pas. Mais... ça n'arrivera pas, mais si un tombe, l'autre se lève.
C'est ça, c'est un combat. Et dans ce combat, il pourrait arriver qu'un tombe. Tu tombes moralement, tu tombes physiquement, qu'il soit jeté en prison. Ça peut arriver. Et si demain j'étais jeté en prison, il faudrait que quelqu'un puisse se lever pour continuer le combat. Et c'est au bout de cela qu'on va y arriver. Alors, excusez-moi, on aurait besoin de synchroniser les questions. Donc s'il y a 2-3 questions, je pense que le président est en mesure de faire 3 en 1. Donc est-ce que les trois personnes peuvent se lever et on va essayer de poser une question en une, s'il vous plaît. Et la dame au fond. Ça en fait 4. Voilà. Bonjour Monsieur le Président. Les 4 dernières. Je me nomme Alain Joël Rebendavia. Ma question est la suivante. Je suis principalement venu sous l'impulsion de mon frère Franck Joktan, mais je dois dire que le message qui m'a impacté, c'est surtout la rupture. Je ne pense pas que vous voulez parler d'une rupture seulement que politique, et je crois que la politique doit être mise à tous les niveaux. Je prends par exemple un exemple, celui depuis un moment, les Gabonais sous l'influence de la souffrance sont maintenant dans la débrouillardise, c'est-à-dire que maintenant il y a un sursaut national qui fait que chacun veuille pouvoir manifester ce qu'il a comme don ou à offrir aux Gabonais. Donc je pense que dans ce contexte, il faudrait que les politiques soient à même de protéger, sinon accompagner ces derniers, n'est-ce pas, pour ne parler que de ce point. Vous avez parlé tout à l'heure de l'élevage, ou du moins tout ce qui est agriculture. On a nos voisins qui sont les Camerounais, qui sont plus axés, plus assis sur ça. Je ne pense pas qu'il faut qu'on aille chercher des Européens forcément pour nous apprendre. Au sein de la CEMAC, il y a par exemple des gens qui ont ces compétences et capables d'aider leurs frères. Parce que la CEMAC, comme l'Union européenne, ils fonctionnent ensemble contre le reste du monde. Il faudrait que nous ayons cette impulsion-là. Je voulais savoir, du point de vue rupture, si vous portez un projet qui permet justement d'impulser justement le climat local dans tout ce qui est entrepreneuriat, mais tous en te basant sur ce que les voisins peuvent apporter comme connaissance. Merci. Allez. Je tiens à vous saluer, monsieur Alain-Claude Bélibinsé. Je vous ai connu à l'époque quand vous étiez l'honorable député. Et bien sûr, j'étais Yves le costumier. Vous avez été mon meilleur client, et je crois que vous vous en rappelez. Et je tiens à vous féliciter parce que, évidemment, vous avez encouragé un jeune entrepreneur gabonais qui osait se déplacer dans les institutions pour proposer des cravates, des costumes et des stylos Montblanc de luxe. Et vous m'en avez pris pour 2 millions de francs CFA, donc déjà... C'est un souvenir mémorable. Bien que je sois le fils de la petite sœur de Patience Davani, et que mon père fut bien sûr chef de protocole du Sénat, je tiens à vous saluer, parce que pour moi, je crois que la politique, c'est un combat qui doit se faire dans l'art des règles, et vous êtes un poids lourd à l'intérieur. Donc, monsieur Alain-Claude Bélibinsé, moi je voulais bien sûr vous poser cette question. Ça concerne le colloque de tous les entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a une banque de l'entrepreneuriat, mais j'ai plusieurs amis qui se sont butés à des complications et des obstacles. Donc vous êtes un acteur politique qui est fin dans l'art de l'oration. Pour les entrepreneurs, pour le combat que nous avons de vouloir installer des entreprises pérennes au Gabon. Mais malgré cela, il y a quelques petits murs de Berlin qui seront cassés bientôt, je l'espère. Quel sera votre apport? Quelle sera votre prise de parole pour soutenir ou encore pour apporter un chemin qui conduit vers la lumière afin que les entrepreneurs puissent avoir des assises financières sûres? Je vous en remercie. Quelles sont les actions concrètes à part le fait d'écrire des livres ou faire des podcasts? Est-ce que vous irez sur le terrain? Et vous avez parlé de vision, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Enfin, vous l'avez brièvement dit, mais est-ce que vous pouvez l'expliciter, s'il vous plaît? L'économie gabonaise est basée principalement sur trois
sur trois principales ressources, le bois, le manganèse et le pétrole, si j'ai bien retenu. Mais quand on prend en compte le rapport ITE qui traite des ressources extractives du Gabon, on se rend compte qu'il y a plusieurs ressources. Et ces ressources-là ne sont jamais listées, que ce soit dans les lois de finances, dans les rapports que l'État met à disposition. Pourquoi? Par exemple, là aujourd'hui, on sait comme l'or, on sait que dans la Bagno, il y a la potasse qui est déjà utilisée. Il y a par exemple le quartz qui est aussi utilisé au Gabon. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces ressources-là et pourquoi ils ne sont jamais mentionnés dans toutes les lois de finances qui existent au Gabon? Merci. La question de la rupture. Il ne s'agit pas uniquement d'un changement de système parce qu'on a fait l'élection. Il s'agit de réinitialiser le logiciel. Et c'est l'ensemble de la société gabonaise, dans tous ses pans, qu'il faut réinitialiser. Et cette réinitialisation-là, c'est un chemin qui doit passer par la question de partis politiques, bien sûr, mais la question de la formation et du reformatage. Réinitialiser, c'est quoi par exemple? Pendant de très longues années, notre pays a mis l'accent sur la question du diplôme, la valorisation unique du diplôme. Et on en demande davantage. Il faut aller chaque fois plus loin. Mais à la fin de la journée, ce diplôme-là conduit à la fonction publique. Et on se rend compte que généralement, on n'est pas bien rémunéré. Et on s'en plaint. Donc, dans la question de la rupture, c'est aussi poser les chemins possibles en disant à un garçon, à un enfant, mais qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Et comment, dans ce que tu sais faire, tu trouves les moyens, l'outil pour être autonome? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la question de la formation. Nous avons hérité des modèles de formation anciens, que ceux qui nous l'ont apporté, eux-mêmes ont modifié déjà depuis très longtemps. Ils ont dépassé ces éléments-là. Mais nous sommes encore à ce stade. Il faut donc rechanger, replacer tout cela. La deuxième chose, concernant EPG, nous sommes en train de travailler sur ce que nous avons appelé les universités populaires. Ça veut dire aller dans les quartiers, s'asseoir, expliquer, pas seulement la question politique, avoir à nos côtés ceux qui sont outillés sur la question de l'entrepreneuriat. Comment aller dans le quartier bénévolement, sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Lorsque l'État dit aller entreprendre, mais entreprendre n'est pas simple. Entreprendre demande une formation, entreprendre demande un accompagnement, parce que quand on entreprend, on a un projet dans sa tête, on se dit tiens, mon jeune fils là, oui je vais aller vendre des vêtements, mais il faut qu'on trouve des gens qui peuvent acheter. Mais on peut ne pas vendre. Ou alors on peut vendre, mais on ne peut pas le bon acheteur, donc il ne paye pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un parcours. Lorsqu'on doit y arriver, il faut refaire l'État. Refaire l'État, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chacun, à l'endroit où il est, doit être en capacité de subvenir à ses besoins. Et subvenir à ses besoins, c'est que l'État accompagne pas seulement l'assistance, l'assistanat, mais aussi la jeune fille qui va entreprendre, comment on aide pour qu'elle ait des outils pour entreprendre. Une fois qu'elle a eu cette formation, comment on l'accompagne sur un premier chouïa pour démarrer une activité. Une fois qu'elle a démarré, comment on fait pour avoir un tuteur qui va l'aider, qui va l'accompagner jusqu'à ce qu'elle soit autonome. C'est ça la rupture. La rupture, c'est aussi, et là j'enchaîne avec la question de M. Rebenambia, la rupture, c'est aussi de se dire, nous sommes 2 millions d'habitants. Lorsqu'on est 2 millions d'habitants, moi j'ai encore jamais vu un pays où quelqu'un a coupé un morceau de terre, il l'a emporté sur sa tête ailleurs. Donc quand on est 2 millions d'habitants, comment règle la question de l'agriculture? Comment on règle ça? Dans l'espace CEMAC, le SMIC au Gabon, le SMIC, il est à 80 000. 80 000. Le SMIC agricole au Cameroun, si mes derniers chiffres sont encore exacts, il est à moins de 30 000. Mais au Cameroun, ils ont des lycées agricoles. Au Cameroun, ils ont un environnement agricole. Ils sont plus outillés que nous. Là, au moment où nous parlons, peut-être que demain, on va s'améliorer, mais là, objectivement, ils sont mieux outillés que nous. Bien. Comment on fait pour s'imaginer qu'on peut, comme ça, le jour au lendemain, démarrer et les rattraper ou les dépasser? Première chose, dans quoi est-ce que nous pouvons être compétitifs? Si on ne vise que le marché national, c'est compliqué. Il faut qu'on vise aussi le marché CEMAC. Il faut aller plus loin que la CEMAC. Nous ne sommes pas très loin de Kinshasa.
Si vous êtes dans le Haut-Ogooué, vous êtes à côté de Brazzaville. Si vous êtes à Brazzaville, Kinshasa est en face. 15 millions d'habitants à nourrir tous les jours à Kinshasa. Donc dès qu'on est dans le Haut-Ogooué, on peut produire dans le Haut-Ogooué, non pas uniquement pour Libreville, mais pour Brazzaville, pour Kinshasa. Mais est-ce qu'on peut le faire tout seul, sans formation, sans outillage? Bien. On a distribué les tracteurs à travers le pays. Vous avez vu la campagne, on a amené les tracteurs à gauche à droite. Ça fait 2 ans. Les tracteurs sont posés dans l'herbe, les pneumatiques sont en train de se... Voilà. Bien. Parce qu'on n'a pas étudié l'environnement. Moi, je suis pour cette coopération-là. Si nous avons la CEMA, c'est bien pour qu'il y ait cette circulation. Circulation des élites, circulation des biens des personnes, circulation également des intelligences. Et donc, on partage ce que nous avons en commun pour nous soutenir. Quelqu'un évoquait tantôt la question de la dévaluation. Mais les banques centrales, et là j'enchaîne avec l'accompagnement des entrepreneurs. Quand vous avez des taux bancaires qui sont les plus élevés de la sous-région, c'est le Gabon. On est à 12-13%, plus la TVA. Et donc, le crédit est tellement cher qu'il n'est pas facile pour quelqu'un qui démarre d'avoir un accompagnement. C'est pour ça que la politique à mettre en place, c'est la question des fonds de garantie que l'État apporte. Un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat jeune. Dès qu'on est jeune, qu'on entreprend, on accompagne, on met en place des outils, il y a un fonds de garantie. Parce que le banquier n'a pas non plus envie de prendre... Ce qui coûte cher, c'est le risque. Le banquier va se dire, mais celui à qui je vais prêter là, quelles sont ses capacités? Quel est le marché? Mais l'État, lui, a intérêt à ce qu'il y ait un embryon d'économie qui démarre entre les mains des nationaux, notamment des jeunes. Donc, un fonds de garantie. Si les autres l'ont fait, on copie le modèle. Ce qu'un Inde sait faire, un autre Inde peut le faire. Nous avons des difficultés, on regarde comment ça fonctionne ailleurs. Des modèles africains, je veux dire, parce que les modèles occidentaux sont trop éloignés, à la fois sur le plan culturel, sur la manière de faire, mais il y a des modèles africains qui existent, l'île Maurice, le Rwanda. Ça existe. Donc comment on procède pour nous en inspirer? Ensuite, il faut aussi que derrière, on se dise que jeune est un état de passage. On est pour un temps. Mais après on sort de là. Et donc une politique de jeunesse est forcément une politique pérenne pour l'État, mais c'est une politique transitoire pour la personne que ça concerne. Et il ne faut pas que jeune soit une forme de rente, parce que l'âge fait qu'on sorte de là. Il faut donc pouvoir planifier comment on fait pour accompagner la jeunesse gabonaise dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai observé, pendant la Covid-19, comment un certain nombre de nouvelles entreprises sont nées au Gabon, notamment la livraison à domicile. Plus personne ne pouvait sortir, mais il fallait bien manger. Et au Gabon, aujourd'hui, on peut à domicile faire ses courses. Mais ce n'est pas parce qu'on est snob, c'est que parfois on est occupé, parfois on n'a pas le temps. Et que derrière ça, ça crée de l'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, les jeunes entreprennent. Lorsqu'on dit le Gabonais est paresseux, non. Le Gabonais travaille. Il travaille. Simplement, il faut arriver à mieux l'accompagner. Et la rupture, c'est aussi cela. Sur la question qui vous concerne directement, il y a une banque qui a été mise en place pour accompagner l'entrepreneuriat. Les informations que j'ai, le retour que j'ai des jeunes qui ont essayé, les conditions sont telles qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à trouver quelque chose. Je ne dis pas qu'il y en a qui n'ont pas trouvé. Ceux qui ont trouvé en général, c'est une orientation de l'État. Lorsque l'État a dit, bon, on va faire taxi-gab, bon, les jeunes sont allés. Lorsqu'ils ont dit, on va faire le gab pêche, certains ont eu. Là, on dit qu'on fait le poulet, donc on donne. Mais celui qui dit, moi, voici mon projet, je ne connais pas beaucoup qui ont été accompagnés à ce jour. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un bel outil. C'est une bonne chose que cela existe. Il faut maintenant pouvoir mettre en place des conditions pour que ça devienne plus performant et que ça accompagne mieux l'entrepreneuriat. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Non, il y a vos questions à vous. C'était sur ce qui ne figure pas dans la loi de finances. Oui. Mais ça fait partie des éléments d'obscurantisme, d'obscurité, de flou artistique.
parce que derrière ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça apparaisse. Si vous voyez que ce n'est pas transparent, c'est que ça profite à d'autres personnes. Donc, il faudra bien que ça figure sur la loi de finances. Dans la loi de finances, mais la loi de finances, pour dire un petit mot dessus, c'est un outil de développement. C'est l'outil essentiel dont dispose l'État pour réaliser un programme. Il y a le projet politique, il y a le programme gouvernemental, il y a le financement. Dès cet instant-là, si on veut qu'il y ait des ressources supplémentaires, il faut effectivement que tout ce dont dispose l'État et qui est exploité soit effectivement tracé au niveau de la loi de finances. L'or et toutes les autres matières que vous avez citées doivent apparaître dans la loi de finances. J'ai entendu dire que désormais ça apparaîtra, on va regarder, on verra. On va regarder. Mais naturellement, nos responsabilités, ce sera totalement transparent. Aujourd'hui, vous avez du mal à trouver la loi de finances. Hein? Et parfois, celle qui est promulguée, ce n'est pas celle qui est exécutée. Hein? Bien. Merci beaucoup. Si je n'ai pas répondu à toutes les questions, je suis désolé. On pourra continuer à échanger tout à l'heure dans le temps qui était prévu pour je crois se dire un petit mot. Bien. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Ont voulu marquer ce moment et nous leur avons demandé de patienter afin que ce moment soit rempli de solennité. Nous vous avons attendu pour que vous puissiez lancer officiellement et de manière physique les adhésions au niveau de la diaspora. Je tiens à préciser que cette phase avait débuté en ligne, mais de manière physique, nous avons tout fait pour que le président soit là et pour qu'il donne le ton. Les images que vous voyez défiler derrière sont les référents de Ensemble pour le Gabon Diaspora vers qui vous allez vous tourner dans vos différentes régions pour procéder de manière vaste aux adhésions. J'invite Madame Héloïse à se présenter et le président signera officiellement et lancera les adhésions de EPG Diaspora. Mon frère. Mais Héloïse n'a pas encore signé de son côté. Voilà. Non, c'est d'abord l'adhérent qui signe et le président signe après l'adhérent. Voilà. Ok, parfait. Voilà. Félicitations. Chers compatriotes, le président donnera son mot de fin et après ce mot de fin, il va se retirer. Les membres de EPG Diaspora vont l'accompagner et nous allons vous convier à un cocktail que nous avons prévu pour vous. Et 15 minutes plus tard, la presse sera conviée à l'interview et le président se retirera définitivement. Merci. Merci. Le mot de fin. Merci. Monsieur le protocole. Oh. Non, déjà. Bien. Mes chers compatriotes, je voudrais, au-delà des réponses qu'il m'a été donné d'apporter à vos interrogations, à vos préoccupations, mais également des suggestions qui ont été des vôtres, je voudrais vous remercier. Vous remercier d'être venu cet après-midi. Vous êtes venu d'abord parce que vous avez entendu parler du message que nous portons. Vous êtes venu également parce que vous aviez certainement envie de vérifier de par vous-même si ce que vous avez entendu était réel. Mais surtout, vous êtes venu seul
sans aucune motivation autre que le désir d'apprendre, de découvrir et pour faire votre propre opinion, votre propre idée. Ce séjour que je viens de terminer en France a été rendu possible par ceux d'entre vous qui sont ici, qui m'ont invité. Ce séjour m'a permis d'avoir des échanges, d'avoir des rencontres avec un certain nombre d'acteurs des milieux politiques, diplomatiques, journalistiques, économiques et autres. Mais c'est un séjour qui m'a permis d'aller rencontrer les jeunes Africains, membres de l'association, d'une association des étudiants africains de Sciences Po. Nous avons eu un bel après-midi d'échange où j'ai découvert des jeunes Gabonais qui sont brillants, qui font des études, de bonnes études en France, avec de jeunes Africains. Et nous avons eu 2 heures, peut-être même 2 heures et demie, d'un échange extraordinaire. J'en garde un souvenir impérissable. Et le souvenir de ce que nous avons vécu cet après-midi sera tout aussi impérissable. Je repars à Libreville rassuré de ce que nous avons dans la diaspora, ici en France et ailleurs, des hommes et des femmes qui sont porteurs de valeurs et qui sont prêts donc à se battre pour faire entendre ces valeurs-là et pour faire avancer le besoin que nous avons tous de réaliser pour notre pays une rupture totale, une rupture politique, une rupture économique, mais aussi d'apporter de nouvelles valeurs pour notre pays. On doit construire le Gabon des valeurs. Merci et que Dieu nous bénisse. Donc si j'ai compris,